Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la première partie du cours sur la politique, donc sur la question de savoir de quelle justice l'État est-il capable. Et on va travailler sur un philosophe un peu sulfureux qui s'appelle Nicolas Machiavel, dont vous avez certainement déjà entendu parler, parce que voilà, l'adjectif machiavélique, par exemple, vient de là. Alors, si vous voulez avoir accès au texte lui-même, vous avez des éditions gratuites sur Internet. Il est par exemple sur Wikisource. Je vous montre. Alors, c'est Le Prince, son grand livre, son livre le plus célèbre. Voilà, Le Prince, Wikisource, vous tombez là-dessus et vous avez tous les chapitres. C'est pas un livre très très long. J'en profite aussi pour vous montrer en ligne. Il y a les classiques dans le site, peut-être que vous connaissez les classiques des sciences sociales. C'est un site canadien qui recense un tas de livres en ligne gratuits. Et donc là on a les auteurs classiques par exemple, et vous voyez là il y a plein de choses, voilà, en philosophie, mais aussi en littérature. Et alors par exemple, voilà, Machiavel, vous voyez qu'il y avait John Locke qu'on a travaillé, voilà, Machiavel ici, donc vous cliquez dessus, voilà, Mène de Biran, Malthus même, voilà, et donc vous avez l'art de la guerre, voilà, la description de la manière dont le duc de Valentinois, c'est-à-dire César Borgia, fit mettre à mort Vitellozzo, ensuite le discours de la première décade de Tite-Live, l'histoire de Florence, et évidemment Le Prince. Donc vous pouvez télécharger ici Le Prince, voilà, en format Word, PDF, RTF, et pour ceux qui ont une liseuse en EPUB. Voilà, donc les classiques des sciences sociales, classique.uqac.ca, et vous avez plein de livres gratuits disponibles sur ce site-là. Évidemment, vous l'avez peut-être en livre chez vous, sinon, je vous avais jamais montré, mais il y a cette édition-là, les intégrales de la philo chez Nathan. Ils ont une quarantaine de livres de philo, vraiment les classiques de chez classique, un peu la base des bouquins de philo. Et ils ont le mérite d'être très bien commentés. C'est des profs ou des chercheurs assez forts qui font l'appareil critique. C'est souvent très intéressant. Et ça permet une très bonne initiation aux grandes œuvres. Alors il y a toujours le texte intégral ici au milieu, et devant une petite présentation du plan, une présentation un peu historique du contexte aussi, historique et intellectuel, et derrière voilà, il y a donc des éléments d'analyse philosophique un peu plus précises, voilà, à la bonne entendeur quoi. Alors aujourd'hui donc on va travailler, comme j'ai dit, la première partie, donc l'État n'est capable que d'une justice de façade, d'une fausse justice ou de pas de justice du tout. Et donc la première sous-partie, on va montrer que tout d'abord la justice n'est pas le but de l'État. Tout au plus, c'est un moyen possible que l'État peut utiliser pour maintenir sa stabilité. Donc ça c'est un peu une des grandes thèses de Machiavel, c'est que le but de l'État, c'est pas le bien commun, c'est pas l'intérêt public, le but de l'État c'est lui-même, et pour se maintenir, tous les moyens sont bons, y compris l'injustice, y compris la violence, etc. Alors c'est une thèse qui apparaît, peut-être pas dite exactement comme ça dans le livre, mais qui apparaît quand même clairement dans le chapitre 18, qui est sûrement le chapitre le plus célèbre du Prince. C'est que du coup on va lire et on va travailler en entier, il est un peu long. Mais je vais pas commenter tout en détail, je ferai 6 grandes remarques dessus, mais je vais commencer par en donner la lecture. Alors, comment les princes doivent tenir leurs paroles ? Alors chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole et d'agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps néanmoins, nous avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Et nous avons vu ces princes l'emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur conduite. On peut combattre de 2 manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est le propre de l'homme, et la seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent la première ne suffit pas, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête, et en homme. C'est ce que les anciens écrivains ont enseigné allégoriquement en racontant qu'Achille et plusieurs autres héros de l'Antiquité avaient été confiés au centaure Chiron pour qu'il les nourrit et les élevât. Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu'un prince doit avoir en quelque sorte ces 2 natures, et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre.
Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion, car s'il n'est que lion, il n'apercevra pas les pièges, et s'il n'est que renard, il ne se défendra pas contre les loups. Et il a également besoin d'être renard pour connaître les pièges et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent tout simplement à être lion sont finalement très malhabiles. Un prince bien avisé ne doit pas accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui sera nuisible, et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon sans doute si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient pas parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre? Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'inexécution de ce qu'il a promis? À ce propos, on peut citer une infinité d'exemples modernes et alléguer un très grand nombre de traités de paix, d'accords de toute espèce devenus vains et inutiles par l'infidélité des princes qui les avaient conclus. On peut faire voir que ceux qui ont su les mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard et de posséder parfaitement l'art et de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Parmi les exemples récents, il y en a un que je ne veux pas passer sous silence. Alexandre VI ne fit jamais que tromper. Alexandre VI, c'est un pape. Et il ne pensait pas à autre chose, et il en eut toujours l'occasion et le moyen. Il n'y eut jamais d'homme qui affirma une chose avec plus d'assurance, qui appuya sa parole sur plus de serments, et qui les tint avec moins de scrupules. Ces tromperies cependant lui réussirent toujours, parce qu'il en connaissait parfaitement l'art. Ainsi donc, pour en revenir aux bonnes qualités énoncées ci-dessus, il n'est pas bien nécessaire qu'un prince les possède toutes, mais il est qu'il paraisse les avoir. J'ose même dire que s'il les avait effectivement et s'il les montrait toujours dans sa conduite, elles pourraient lui nuire, au lieu qu'il lui est toujours utile d'en avoir l'apparence. Il lui est toujours bon, par exemple, de paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère, et il est même d'être tout cela en réalité. Mais il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir, au besoin, montrer les qualités opposées. On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince, et surtout un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'état, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut donc, je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Il doit aussi prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les 5 qualités que je viens de nommer, en sorte qu'à le voir ou à l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur et principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d'avoir l'apparence. Car les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tous étant à portée de voir et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir souverain. Au surplus, dans les actions des hommes et surtout des princes, qui ne peuvent être scrutés devant un tribunal, ce que l'on considère, c'est le résultat. Que le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son état. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Le vulgaire est toujours séduit par l'apparence et par l'événement. Et le vulgaire ne fait-il pas le monde? Le petit nombre n'est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti prendre, ni sur quoi asseoir son jugement. De notre temps, nous avons vu un prince qu'il ne convient pas de nommer et qui jamais ne prêcha que paix et bonne foi, mais qui, s'il avait toujours respecté l'une et l'autre, n'aurait pas sans doute conservé ses états et sa réputation. Bien, alors, donc la thèse, je vous l'ai dit, alors, juste avant un tout petit mot du contexte, donc Machiavel, c'est un écrivain du début du XVIe siècle, c'est 1513, la parution du Prince, donc on est dans un contexte où l'Italie est en guerre, voilà, contre la France, contre l'Espagne, et que toutes les cités sont en guerre les unes contre les autres. Bref, c'est une espèce de guerre civile permanente, et les temps de paix sont assez rares, et du coup, Machiavel écrit un manuel au prince, qui concerne en gros l'art de gouverner. Alors le prince ici, attention, c'est pas le fils du roi, on entend prince dans un sens plus large, c'est l'autorité qui détient la réalité du pouvoir dans n'importe quel type d'état. C'est celui qui commande et celui qui est vraiment qui a la maîtrise des institutions. En fait, prince, ça vient de principium en latin qui veut dire premier,
mais qui veut aussi dire ce qui commande, qui a le commandement. Hein, le prince, c'est celui qui est au principe de l'État, hein, celui qui a la source de l'État. Bien. Alors du coup, qu'est-ce que dit ce texte? Machiavel critique une idée reçue qui consiste à penser que le but de la politique, c'est le bien de tous. Et que si quelqu'un doit en particulier se montrer exemplaire en matière de moralité, d'intégrité, etc., c'est le gouvernant qui doit servir de modèle au peuple dont il exige les qualités et les vertus. Machiavel répond que non seulement la justice n'est pas le but de l'État, tout au plus est-elle parfois un moyen de maintenir sa stabilité, est-elle une arme politique, mais le prince n'a pas à être juste car c'est parfois très nuisible. Alors c'est étonnant, parce qu'on pourrait tout de suite objecter, qui est-ce qui pourrait avoir envie de respecter un chef indigne? Et bien Machiavel complète sa thèse, il ne s'agit évidemment pas de faire éhontément le mal. Il y a des cas où c'est bien de faire le bien, et où ça fonctionne. Mais il faut faire le mal toujours en paraissant faire le bien, en prétendant avoir les vertus qu'on exige du peuple. Donc, paradoxalement, en politique, mentir est une vertu, sinon la plus grande vertu. Ce qui est une thèse très choquante, puisque Machiavel revendique ici la stricte séparation de la morale et de la politique, du domaine de la disposition intérieure de la pensée et du domaine de l'acte public qui concerne la communauté. Et il dit que ces deux domaines ne doivent pas s'interpoler. Alors, petit exercice, donc vous avez vu, le texte est assez long, je vous ai déjà donné la thèse et quelques éléments ici de compréhension. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez 10 minutes, c'est de relire le texte tranquillement et de donner un petit titre à chaque paragraphe pour essayer de comprendre l'architecture générale du texte. Hein, on va essayer de voir comment les paragraphes s'articulent les uns aux autres, c'est un excellent moyen de travailler le plan et sa capacité à trouver des plans dans un texte. Alors, je mettais la vidéo sur pause, évidemment, et reprenez plus tard. Bien. Alors, le plan. Donc, je pense que le plan général est un peu en 3 parties. Donc, d'abord, on a, dans les 5 premiers paragraphes, la thèse. C'est qu'en politique, il ne faut pas toujours tenir sa parole. Donc, d'abord, Machiavel donne un peu... propose le problème, et il explique que la politique c'est un combat et que dans un combat on doit à la fois être homme et bête. Et il précise qu'il y a 2 façons d'être bête, la force et la ruse, et qu'on a besoin des deux, et il le justifie à la fois par un argument général que on n'est pas tenu par des promesses si les autres ne se sentent pas tenus par les leurs, et par un argument de fait, c'est que c'est efficace en politique de ne pas tenir ses promesses. Donc ça c'est toute la première partie qui est vraiment sur le cas de l'analyse de ce qu'il faut être loyal en politique. La seconde partie, c'est une réponse à une objection, c'est que si on se comporte comme une bête, on risque de perdre toute autorité. Alors, il anticipe cette objection dans le 6e paragraphe, si j'ai bien compté, en expliquant que le prince doit non seulement mentir, mais mentir en paraissant être honnête. Alors c'est une expression que j'ai bien aimé dans ce livre-là de Patrick Dupuy, c'est il ne doit pas seulement être lion et renard, il doit aussi savoir se faire caméléon. Je pense que c'est assez juste. Il en donne là une preuve par le fait. Donc Alexandre VI, le pape, qui est donc le garant de l'autorité religieuse et morale, est paradoxalement celui qui est le moins religieux et le moins moral de tous, alors qu'il a un art consommé de mentir et de le faire bien. Donc ensuite il généralise cette proposition en disant qu'un prince doit absolument savoir être méchant, mais toujours en paraissant bon. La fin du texte essaye d'expliquer, du coup, au fond, ça veut dire que la fin justifie les moyens en politique. Et il va essayer de donner une justification générale de cette idée en disant d'abord que on ne peut pas faire autrement. Le monde est ainsi fait, la malhonnêteté, le mal, ce sont les armes finalement nécessaires de l'homme politique qui est digne de ce nom. Deuxièmement, il dit mais c'est aussi une question... qui relève de la nature du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas vraiment des muscles. Le pouvoir, c'est d'abord une image. Ça, c'est une idée dont on avait déjà largement parlé en classe, et notamment au tout début de l'année, si vous vous rappelez bien, quand on a fait l'analyse du règlement intérieur. Donc le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir de la représentation, de se représenter comme puissant aux yeux du peuple. Et du coup, il est normal que le mensonge ou le jeu public fasse partie des outils du pouvoir, puisque c'est l'essence même du pouvoir en réalité.
Dernière justification, c'est qu'en plus, en politique, la fin justifie effectivement les moyens, parce que c'est la seule chose qu'on retiendra, et c'est la seule chose, finalement, qui est responsable, puisqu'il ne s'agit pas seulement de préserver sa conscience morale dans ses fragilités et dans son narcissisme. Il s'agit de produire une politique de bien commun, éventuellement à grande échelle, qui peut du coup justifier un certain nombre de sacrifices. Donc voilà pour le plan. Alors je vais faire quelques remarques d'analyse de détail un petit peu plus précises sur les idées du texte. Alors d'abord, la méthode de Machiavel. J'ai oublié la majuscule. Alors on peut dire ici que, contrairement à un contemporain de Machiavel qui s'appelle Thomas More et qui a écrit l'Utopie, Machiavel c'est l'inverse, c'est le réalisme politique. Machiavel s'amuse pas à inventer une cité idéale, à inventer une cité parfaite, à dire voilà ce que serait le meilleur type de gouvernement, voilà comment les hommes devraient s'organiser pour vivre mieux. Il dit comment font les hommes. Il s'intéresse non pas à l'idéal mais au réel. Il s'intéresse à ce qui en fait et pas ce qui devrait être. Non pas comment les choses devraient être, mais comment elles sont réellement, et du coup qu'est-ce qu'on peut déduire à partir du constat qu'on fait. Donc c'est pour ça que dans le livre, si vous le lisez, il y a énormément d'exemples historiques. Et d'ailleurs ça va au pluriel. Et parce qu'il est bien obligé de relever un certain nombre d'éléments qui semblent susceptibles d'éclairer la situation. C'est pas un traité général sur la nature humaine, il fait pas un exposé sur ce qu'est l'homme pour pouvoir déduire la manière dont il devrait s'organiser. Alors on voit bien dans ce texte, il y a plusieurs exemples déjà qui sont mis au jour. Alors la conséquence de ça, c'est que on doit comprendre que la politique n'est pas juste une pratique bien ordonnée dans laquelle on fait tranquillement des lois, dans laquelle on légifère, dans laquelle le juge juge, dans laquelle le souverain rend des décrets, mais c'est d'abord un rapport de force, un combat entre des puissances et des événements, et la politique c'est pas juste le sommet juridique de l'iceberg, c'est aussi ce qui se passe réellement entre les hommes et la façon dont concrètement la société se fait et se défait. Ce que nous enseignent les faits, c'est que les hommes sont plutôt mauvais, ils sont faits de désir et de passion plus que de raison, et même si c'est pas le cas, parce que comme je l'ai dit, Machiavel s'engage pas sur la nature humaine, il dit pas voilà l'homme c'est ça, l'homme est mauvais naturellement ou l'homme est bon naturellement, mais il dit même si je peux pas être sûr que l'homme est authentiquement mauvais, ce dont je peux être sûr, c'est qu'il se représente lui-même comme mauvais, il se pense mauvais. Et ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. On a l'impression que, et alors là, on est dans une période en plus où vraiment je pense que c'est bien ça dans notre tête, c'est les autres vont mal se conduire, les autres vont essayer de passer avant tout le monde, et du coup il faut que j'anticipe. Et du coup il faut que je fasse l'égoïste avant eux, pour ainsi dire. On a vu ça avec les supermarchés dévalisés. Pourquoi est-ce que les gens dévalisent les supermarchés? C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils supposent les autres méchants et qu'ils se disent les autres vont rien laisser pour moi, il faut que je partage. Et du coup ça montre bien qu'en politique on peut pas se contenter de grands discours, on est obligé de calculs un peu mesquins et d'actions fortes à partir du constat des faits. Bien. Deuxième remarque. Alors, qu'est-ce que la politique? C'est d'abord un combat, d'abord un rapport de force. Comment prendre part à ce combat? Eh bien, Machiavel dit il y a deux façons d'y prendre part, en bête et en homme. Alors évidemment, la politique, on n'y prend part en homme. La politique, c'est peut-être même le propre de l'homme, ce qui fait que l'homme se distingue de tous les animaux. Alors ici, c'est comme ça même que Aristote caractérise la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'homme, c'est un animal politique, doué de langage, qui est capable de s'organiser lui-même librement. Alors qu'il y a des animaux qui vivent en collectivité, qui sont des animaux collectifs, comme les fourmis ou comme les abeilles, mais dont on ne va pas dire qu'elles sont politiques, parce qu'elles ne délibèrent pas en commun. Alors il semble que la politique c'est d'abord l'affaire de l'homme, mais ce que nous dit Machiavel, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe, se comporter en homme en politique, c'est faire échouer la politique. Il faut aussi savoir se comporter en bête. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit en homme? Il dit qu'au fond, en temps de paix, en temps normal, l'homme devrait être capable de se gouverner en instituant des lois, en délibérant en commun, en décidant de ce que c'est que le bien commun. Il obéirait par la seule représentation des lois, par le seul enseignement des lois. Voilà. Alors, sauf que Machiavel dit que ça c'est parfaitement idéaliste. Si vous vous contentez d'instaurer des lois, vous pouvez être sûr que à la moindre occasion de tirer un profit, certaines personnes vont les transgresser. Et
Voilà, tout ça c'est des grandes idées et au fond c'est inefficace. La contrainte c'est nécessaire, la violence c'est nécessaire, les hommes n'obéissent pas juste parce qu'ils ont compris que c'était dans leur intérêt de le faire. Les belles idées ça suffit pas. Il faut donc savoir agir en bête si on veut vraiment organiser la vie ensemble. Donc au fond on voit ici une forme de pessimisme anthropologique de Machiavel, hein. J'ai déjà employé cette expression pendant l'année, c'est-à-dire que il pense que voilà, l'homme, enfin il y a de l'inhumain en l'homme, hein. Le pessimisme c'est-à-dire on ne croit pas au bonheur, hein, mais ça veut dire on voit le verre à moitié plein, hein. On voit plutôt le négatif dans les choses, et en l'occurrence ici l'image de l'homme n'est pas très bonne, et anthropologique, hein, ça veut dire donc qu'il concerne anthropos, l'homme, logos, la science, hein, donc qui concerne la connaissance de l'humain, hein. Donc du point de vue de la nature humaine, Machiavel est quand même plutôt pessimiste. La paix et la justice, c'est bien joli, mais ce ne sont que des possibilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup agir en bête? Alors dans le paragraphe ici d'après, il dit agir en bête, c'est agir de deux façons. D'abord, la force brute du lion. Hein, évidemment, au fond, la contrainte, et on le verra aussi dans la sous-partie suivante, la contrainte, ça marche. Hein. Punir, ça fonctionne. Être violent, ça fonctionne. Ça soumet l'autre, parce que l'autre n'a pas le choix que de subir la force qu'on lui impose. Il peut pas y échapper facilement. Et au fond, on voit bien que voilà, la guerre civile, c'est un rapport de force qui mobilise des armées, qui blesse, qui tue, etc. Et effectivement, une façon de dominer, d'assurer sa souveraineté, c'est d'utiliser la force. Mais Machiavel ajoute, la force, c'est bien beau, mais ça suffit pas. Il faut aussi savoir utiliser la ruse, savoir tendre des pièges à ses ennemis, savoir ne pas gaspiller ses forces inutilement. Et donc ici, Machiavel est en train de dire que le souverain... il a besoin d'être vertueux dans le mal, pour ainsi dire. Il a besoin d'être excellent, d'être un expert, non pas dans le bien, mais dans la rationalité au service du mal. Hein, et donc ça, c'est l'image du renard qui connaît les pièges et qui sait aussi les tendre. Et du coup, Machiavel dit, un renard sans force aura beau tendre tous les pièges qu'il veut, s'il peut pas à un moment... taper du poing sur la table et se faire obéir par la force et mettre ses pièges à exécution, il n'y arrivera pas. Et un lion qui n'est doué d'aucune ruse tombera aussi dans tous les pièges que le renard lui tendra. Alors, je pense que la série qui exemplifie ça au mieux, c'est Game of Thrones, hein, où voilà, on a un subtil agencement de rapports de force frontaux, hein, des armées qui se rencontrent, et aussi de pièges subtils avec des assassinats ciblés qui vont permettre à certaines familles de l'emporter sur d'autres. Alors, je résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait du chapitre 7 du Prince où Machiavel décrit un des plus beaux pièges de son temps. Donc c'est César Borgia, donc le fils d'Alexandre VI en réalité, qui essaye d'apaiser une cité d'Émilie-Romagne. Alors la Romagne, acquise par le duc, avait eu précédemment pour seigneurs des hommes faibles, qui avaient plutôt dépouillé que gouverné, plutôt divisé que réuni leurs sujets, de sorte que tout ce pays était en proie au vol, au brigandage, aux violences de tout genre. Le duc jugea que pour y rétablir la paix et l'obéissance envers le prince, il était nécessaire d'y former un bon gouvernement, et c'est pourquoi il commit Messer Ramiro d'Orco, un homme cruel et expéditif auquel il donna les plus amples pouvoirs. Bientôt, en effet, ce gouvernement fit naître l'ordre et la tranquillité, et il acquit par là une très grande réputation. Mais ensuite, le duc, pensant qu'une telle autorité n'était plus nécessaire, et que même elle pouvait devenir odieuse, établit au centre de la province un tribunal civil auquel il donna un très bon président, et où chaque commune avait son avocat, et il fit bien davantage. Sachant que la rigueur d'abord exercée avait excité quelque haine, et désirant éteindre ce sentiment dans les cœurs pour qu'ils lui fussent entièrement dévoués, il voulut faire voir que si quelques cruautés avaient été commises, elles étaient venues non de lui, mais de la méchanceté de son ministre. Et dans cette vue, saisissant l'occasion, il le fit exposer un matin sur la place publique de Cézanne, coupé en quartiers avec un billot et un coutelas sanglant à côté. Cet horrible spectacle satisfit le ressentiment des habitants et les frappa en même temps de terreur. Alors, ce texte, il est terrible, hein, donc on comprend que Borgia, il envoie un type pour calmer un peu la foule dans la ville qui se rebelle, hein, et ça marche bien, le gars il est hyper sévère, il met tout le monde au pas, tout le monde est bien sage, etc. Mais il dit, mais
ah là là, si je laisse ça comme ça, je vais apparaître pour un tyran sanguinaire moi aussi, et un jour les gens seront mécontents, ils se révolteront. Donc je vais apparaître comme le sauveur, et je vais sacrifier mon capitaine, ce qui me permettra d'avoir deux effets. D'abord, j'apparaîtrai comme le sauveur, j'apparaîtrai comme quelqu'un qui rétablit la justice, et d'ailleurs je le fais en mettant des tribunaux, etc. Et en plus, du coup, je venge les éventuelles injustices ou les éventuels excès de violence que le peuple a subis à cause de mon général qui, pourtant, a remis l'ordre et à qui j'avais expressément demandé de le faire. Mais deuxièmement, je le fais en le suppliciant publiquement. C'est-à-dire que je montre que, ok, moi je suis quelqu'un de juste, mais je suis aussi quelqu'un d'hyper puissant. C'est-à-dire que le mec qui vous a pourri pendant des générations, et ben en fait, moi j'arrive à le faire exécuter de la façon la plus violente qui soit. Donc vous voyez, il y a un espèce de double effet de terreur sur la population, et en même temps de séduction, puisqu'il arrive à du coup aller venger, pour ainsi dire, du capitaine cruel. Donc voilà, on a ici cette espèce de démonstration de force et aussi de grands coups de ruse. Alors, troisième remarque. Pourquoi est-ce que Machiavel se permet de dire que le politique peut agir en animal? Alors, il y a plusieurs types de justifications. Alors, le premier type de justification, c'est d'abord que la politique doit d'abord se soucier d'efficacité. Et alors que la morale s'occupe plutôt des grands principes, des grandes idées, des grandes valeurs. Et le prince, c'est d'abord un responsable politique. C'est quelqu'un qui doit mener une politique efficace, et en particulier qui doit se sauvegarder lui-même. Alors pourquoi? D'abord parce que les autres ne se privent pas de faire la même chose. Alors en morale, évidemment, c'est pas une raison, hein, c'est pas parce que tu m'as fait du mal que je dois me venger, au contraire, on nous apprend que si on nous fait du mal, on doit pardonner, par exemple, on doit en discuter, etc., on doit résoudre le conflit autrement que par la violence, mais en politique, c'est pas pareil. C'est irresponsable de ne pas être aussi violent que ceux qui nous ont violentés, parce que ce serait finalement témoigner de la faiblesse, et ce serait mettre en danger la population qu'on a sous sa responsabilité. Et donc on peut distinguer ici la morale, qui soucie des valeurs, qui soucie de la qualité de notre volonté, et de la responsabilité politique, qui se soucie que des conséquences effectives sur la population et sur la stabilité du pouvoir. Bien, deuxièmement, c'est que si ça marche, si on réussit effectivement à avoir les résultats qu'on escompte même en ayant été violent, eh bien personne ne nous en voudra d'avoir réussi, quels que soient les moyens qu'on aura utilisés. L'important, c'est que ça ait marché et que le peuple réussisse à être protégé et content. Et si d'un autre côté ça échoue, de toute façon ça a échoué. Et comme on est dans un rapport de force, on risque de toute manière d'y perdre la tête ou d'y perdre sa position, et au final ça change pas grand chose. Autrement dit, on n'a pas grand chose à perdre à faire le mal, et on a beaucoup à perdre à pas le faire. Deuxième grand type de justification, qui est donc ma remarque 4, alors c'est pas seulement une question d'opportunité ou une question de responsabilité, c'est aussi la nature du monde et des hommes qui est ainsi faite. Enfin, la nature, en tout cas ce qu'on peut constater de la nature. Mais ce que nous dit Machiavel, un petit peu plus loin, c'est que ce qu'on peut constater de l'histoire, si on regarde l'histoire et du cours des événements, c'est que la nécessité fait loi enfin plus exactement, la fortune fait loi. Alors ici, par fortune, donc fortuna en latin ça veut dire la chance, ça veut pas dire la providence, donc il serait une organisation bienveillante du monde par Dieu, ni la fatalité, une organisation un peu malveillante des dieux pour les hommes, mais c'est plutôt le hasard. Mais alors c'est pas n'importe quel hasard ou n'importe quelle contingence, c'est-à-dire effectivement les choses peuvent se passer comme ça ou peuvent se passer autrement, mais c'est plutôt ce qu'il y a d'imprévisible dans le hasard, ce qu'il y a de non maîtrisable dans les événements du monde et dans les actions humaines. Alors je dis dans les événements du monde parce que il y a aussi des choses qui sont indépendantes de ce que font les gens. Alors on est en pleine épidémie, on voit bien ici qu'on est dans un événement très contingent, qu'on n'attendait pas, qui était assez imprévisible et qui s'abat ici sur nous. Donc il y a d'une part les événements du monde qui relèvent de la fortune, et d'autre part aussi les actions des hommes. On n'est pas capable de prévoir tout ce que les gens ont en tête, leurs motifs sont cachés, ils jouent tous des renards, tous des caméléons, et du coup on ne sait pas trop ce qu'ils ont en tête, et il y a quelque chose qui relève de la non-maîtrise. Donc on ne peut pas connaître tous les aspects d'une situation, on ne peut pas en évaluer correctement tous les risques, et on ne peut pas prévoir toutes les conséquences de nos décisions, et en particulier la façon dont les autres vont réagir, et en particulier dont nos ennemis vont réagir. Alors, la conséquence de ça, c'est que la politique ne peut pas être une science.
Et aucune loi ne dirige l'histoire des hommes. Plus exactement, la seule loi qu'on peut savoir avec certitude, c'est que il y en a pas. Hein. La seule chose qui est stable, c'est que rien n'est stable. Et du coup, on n'est pas capable d'avoir une espèce de modèle mathématique, par exemple, à partir duquel on pourrait déduire ce qui se produira dans le futur. Et donc en particulier, parce qu'il y a plein d'événements naturels imprévisibles et parce que la liberté humaine est elle-même imprévisible. Bien. Alors le corollaire de ça, ou la conséquence de ça, c'est que l'homme on pourrait dire que l'homme du coup est complètement dépourvu face aux événements. Il pourrait abandonner, il pourrait ne rien essayer de faire. Alors Machiavel dit attention, c'est vrai qu'il y a du non maîtrisable, mais le prince a quand même du pouvoir. Il peut quand même essayer d'imposer sa volonté, non pas aux faits, mais à la manière dont les faits peuvent être modérés, peuvent être un peu articulés à ce qui est en place, peuvent être un peu contrôlés. Et donc s'il y a du non maîtrisable dans la fortune, le prince n'est pas dépourvu. Enfin, Machiavel donne l'image d'un fleuve. Il dit la fortune, c'est un peu comme un fleuve impérieux qui détruirait tout sur son passage. Bon, quand on l'a vu une fois, on construit des digues quand la tempête s'est calmée, pour que la prochaine fois qu'il y a une tempête, le fleuve soit un peu mieux contrôlé et que les dégâts soient limités. Cette capacité à construire des digues, Machiavel l'appelle la vertu. Et le fleuve, on voit bien, fait d'autant plus de dégâts qu'on a été paresseux ou lâche face au risque, ou naïf, ou qu'on s'est auto-aveuglé, et il en fait d'autant moins qu'on a eu le courage d'anticiper ce qui était anticipable. Alors, il appelle ça la vertu, Machiavel, et c'est un petit peu étonnant, parce que d'habitude, le mot vertu, donc ça vient de vir en latin, qui veut dire le courage, et désolé pour l'étymologie sexiste, mais c'est ce qui a donné viril aussi, sous-entendu le courage est d'abord la capacité de l'homme. Mais bon, la vertu, ça veut, dans un sens plus large, ça veut dire la disposition morale au bien. Quand on dit de quelqu'un qui est vertueux, c'est que c'est quelqu'un de bien en fait, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui fait le bien autour de lui. C'est non seulement le fait de connaître ce qui est bon, mais d'avoir un tempérament enclin à pratiquer ce qui est bon. C'est ça la vertu. Et ici, Machiavel dit que la vertu peut obliger à faire le mal. Donc c'est l'exact contraire de ce qu'on entend au sens moral. Donc en fait, on peut distinguer une vertu qui serait de l'ordre de la moralité, et une vertu politique qui serait plutôt au fond une maîtrise, une forme d'excellence politique. Et en fait, on retrouve ça dans l'étymologie vraiment antique, puisque, comme j'ai dit, c'est le courage. Mais en fait, vertu, c'est le latin qui traduit le grec arete, qui veut dire excellence. Au fond, la vertu politique, c'est l'excellence de la technique politique, pour ainsi dire. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut entendre par vertu? Donc c'est à la fois une forme de courage, et aussi une forme de souplesse, puisque le monde est instable, on l'a dit. La vertu, c'est à la fois l'art de limiter les dégâts en anticipant ce qui est anticipable, et de s'adapter au mieux quand c'est pas anticipable. Donc la vertu, c'est à la fois une réflexion sur le futur, y compris avec la conscience de ses limites, et une certaine forme de souplesse. Donc on voit bien qu'elle est pas liée à une norme morale, mais à une norme d'efficacité. Et elle implique donc une forme de liberté face aux valeurs morales. Alors ça veut pas dire, comme on l'entend, qu'il faut être machiavélique, et c'est-à-dire vouloir le mal pour lui-même, en jouir, être un gros sadique. Ça veut juste dire que le prince peut tout à fait être juste, il peut être bon, il peut être clément, si la situation s'y prête. Et que c'est plus efficace ainsi. C'est-à-dire que ce qui va guider la moralité réelle du prince, ça va pas être sa croyance dans les valeurs morales, ça va être le souci, le calcul d'efficacité de son action. Est-ce que si je suis clément, ça va produire une forme par exemple, de crédibilité aux yeux du peuple? Ne pas être clément quand cela peut nuire, et ne pas être cruel si ça peut révolter. Être trop clément, par exemple, pourrait donner un signe de faiblesse, mais à l'inverse, ne pas l'être assez pourrait donner envie au peuple de se révolter. Alors donc l'important, c'est donc la souplesse, et donc du coup une certaine froideur, une certaine maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de se laisser emporter. Il le dit ici, il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer les qualités opposées. Tant qu'il peut être bon, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il soit bon par passion. Il ne faut pas que ce soit un enthousiaste moral. Il faut au fond qu'il soit moral de façon assez froide pour pouvoir, y compris se détacher de la morale. Alors, deuxième sens de la vertu, donc j'ai dit, la vertu, elle a deux sens. Le premier sens, c'est la souplesse, et deuxième sens, c'est la vertu de savoir simuler et dissimuler.
C'est-à-dire simuler, c'est paraître autre chose qu'on est, et dissimuler, c'est ne pas faire voir ce qu'on est vraiment. Il s'agit d'agir en animal sans le paraître. En effet, on n'obéit pas à quelqu'un qu'on méprise. Donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que l'expression était bien, pas seulement au lion, pas seulement au renard, mais en caméléon. Un renard n'est un bon renard que s'il paraît lion, que si on ne voit pas que c'est un renard. Il ne faut pas se faire prendre. Le prince doit paraître avoir toutes les vertus pour se crédibiliser. Son pouvoir réside d'abord dans son image. Les valeurs sociales sont des obligations aux yeux de tous, et leur transgression implique l'infamie. Si le prince paraît trop cruel, paraît injuste, paraît comme corrompu, et ben en fait il va perdre en autorité, et du coup il risque de perdre sa position de prince. Alors c'est un exercice qu'on avait déjà fait en classe au début de l'année en particulier. Alors qu'est-ce que c'est l'autorité ? Mais l'autorité, c'est un ensemble de signes. Vous vous souvenez, c'est quelque chose qu'on signifie à ceux sur qui on exerce cette autorité. Il s'agit de savoir se faire obéir sans utiliser la force brute. Celui qui a de l'autorité a jamais besoin il a même limite jamais besoin de menacer. Enfin, la menace, c'est la limite de l'autorité. Et en même temps, il n'a pas besoin de faire des grands discours pour se faire obéir. Il a besoin de convaincre les autres de se soumettre à lui. Il le fait d'emblée. Donc c'est un ensemble de signes implicites qui produisent chez celui qui les lit le sentiment de sa place dans la hiérarchie. Et je vous avais dit, il suffit de cesser de croire en l'autorité de quelqu'un pour que le besoin d'obéir disparaisse immédiatement. Vous vous souvenez comment dans la salle de classe l'autorité professorale était construite avec le lieu du tableau, les chaises dans lesquelles il est difficile de bouger, le prof qui se tient debout, la manière par exemple dont le stylo peut être utilisé comme moyen de discipline, voilà, parce que les élèves sont silencieux quand ils grattent, la façon dont par exemple, le prof annote une copie, c'est lui qui chapeaute le texte, qui met c'est la marque en haut, qui vient définir le sens du travail de l'élève, etc. Donc tout ça, c'est des signes de l'autorité qui sont lus implicitement, compris implicitement, acceptés presque inconsciemment, et qui font que la hiérarchie, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il faut que l'élève obéisse. Alors de la même façon, avec les dictateurs, etc., comment est-ce qu'ils font ? Ils s'entourent d'une grande armée, ils ont les signes militaires sur eux, ou le costard, voilà, et donc il y a tout un tas d'astuces de mise en scène de la force, qui fait qu'avant tout, on croit en la force, plus qu'on l'expérimente vraiment. On va pas tester le plus fort. Alors du coup, la conséquence de ça, c'est que la culpabilité du politique et moins la transgression à une norme morale, c'est pas parce qu'il a menti qu'il est méchant, que le simple discrédit. On l'a vu dans les dernières affaires de mœurs politiques récentes. La politique n'a pas seulement intérêt à prendre soin de son image, mais en fait c'est son métier même. Et le politique se rend coupable s'il n'est pas digne de son image. Pourquoi ? Parce qu'il détruit son métier. Il détruit ce qui fait qu'il a du pouvoir, à savoir l'autorité. C'est pas qu'il est méchant, mais c'est que techniquement, politiquement, il n'est pas à la hauteur. Donc l'image est essentielle. On peut même aller plus loin et dire l'exercice réel du pouvoir, c'est un exercice de l'image. Le pouvoir, c'est l'image du pouvoir même. Donc en général, et pourquoi ça marche, dit Machiavel, parce que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et ils ne touchent pas. Il a cette métaphore là de l'œil et du doigt, faut que je la retrouve. Voilà ça. C'est ici. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par leurs mains. Tous est emporté à voir et peu de toucher. On voit l'apparence et on ne s'approche pas pour voir ce qui est. On est trompé par les yeux alors que la main aurait corrigé la sensation erronée qu'a produit le regard. Tout le monde voit ce que vous paraissez et peu connaissent à fond ce que vous êtes. Et même s'il y en a, alors ça c'est rigolo, ce petit nombre n'osera pas s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir souverain. C'est-à-dire que même s'il y en a qui connaissent la vérité, en général, s'ils sont trop peu, ça suffit pas. À cause de la puissance de la croyance collective. Et en plus, c'est assez intéressant, c'est que l'autorité s'auto-engendre. C'est que non seulement elle produit l'obéissance, mais le fait de se faire obéir produit en retour de l'autorité. Donc il y a une espèce d'aller et venue entre se faire obéir et avoir de l'autorité qui fait que le souverain finalement est obéi grâce à son image et que l'exercice du pouvoir est une image du pouvoir. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a un rapport de force effectif qui remet tout à plat. Dans la guerre, on voit bien si on a eu raison d'obéir ou pas au chef. Et donc la manipulation n'est possible que jusqu'à un certain point. Mais donc tout l'art de l'autorité, c'est d'essayer d'éviter d'en arriver
à la réalité, d'éviter le rapport de force effectif. C'est pour ça que voilà, on est sur une posture de la menace, et la menace ne doit jamais être mise à exécution, sinon elle est défaillance de l'autorité. Alors certes, parfois il faut qu'elle soit mise à exécution, mais à ce compte-là, on joue son autorité si la menace est mise à exécution, et il faut que la force gagne. Si on perd, l'autorité est détruite pour jamais. Alors, dernière remarque, et donc dernière grande justification de ce droit à se comporter comme une bête, c'est que ce que l'on considère, c'est le résultat. Et que le prince songe uniquement à conserver sa vie et son état. S'il est réussi, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Le vulgaire est toujours séduit par l'apparence et par l'événement. Et le vulgaire ne fait-il pas le monde? Le petit nom n'est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti prendre ni sur quoi asseoir son jugement. Donc ici, ce que dit Machiavel, c'est que la justice n'est pas le but de l'État, pas du tout. Ce qui est le but de l'État, c'est la stabilité. Et cette stabilité, elle repose au fond sur l'opinion de la foule. Il faut que la foule se soumette, soit au fond dupe de cette autorité, mais enfin dupe, il n'y a pas mieux que ça en fait, que cette image de l'autorité. Ainsi Machiavel ne dit pas que c'est bien de mentir, évidemment, mais que c'est moins mal que de produire l'instabilité du gouvernement. Et c'est ce qui justifie par exemple ce qu'on appelle la raison d'État. Alors la raison d'État, c'est le droit que se donne l'État de transgresser ses propres lois dans l'intérêt public. Hein, on dit souvent que la raison d'État, c'est la raison que donne l'État quand il n'a pas de raison à donner, quand il fait quelque chose qui est illégitime et qui ne pourra jamais justifier du point de vue du droit. Et donc comment est-ce que l'État justifie l'emploi de la raison d'État? C'est quand il y a une nécessité impérieuse d'en passer par la transgression de son propre droit, une nécessité impérieuse et urgente qui est justifiée par le fait que la fin justifie les moyens, donc que les moyens mauvais utilisés, comme la torture, le mensonge, etc., sont justifiés par la fin supérieure qui est la stabilité de l'État. Et évidemment, elle est secrète, puisque l'État essaie de faire semblant d'être vertueux. C'est ça c'est ce que dit Machiavel. Il faut toujours paraître religieux, digne, bon, clément, etc., etc. Sinon, au risque de se décrédibiliser et d'apparaître comme un vulgaire pillard. Alors, la conclusion de ce texte, c'est que on peut dire que tout pouvoir est désirable, non pas parce qu'il est bon ou parce qu'il est juste, mais juste parce que c'est un pouvoir efficace, c'est un pouvoir qui fonctionne, parce qu'il permet d'échapper à la violence des circonstances de son effondrement ou de sa conquête. Il n'y a rien de pire que la guerre civile au fond, c'est ça l'idée, et il vaut mieux un pouvoir violent que pas de pouvoir du tout. Et du coup, il est possible de désirer le pouvoir pour lui-même, indépendamment du type de régime qu'il met en place. Donc voilà un petit peu ce que disait Machiavel. Donc je résume rapidement mes 6 remarques. Donc ma première remarque consistait à, je vous ai dit un mot de la méthode de Machiavel. Machiavel, c'est un réaliste, et ce réaliste amène, deuxième remarque, à faire un constat que la politique c'est un combat, et que ce combat nécessite finalement d'accepter qu'il faut parfois se conduire en bête, et il donne 3 grandes justifications à ce droit à la bestialité politique. D'abord, c'est que l'important c'est d'être efficace, les autres ne s'en privent pas, il faut se méfier un peu des grandes idées. Deuxième justification, de toute façon le monde est fait comme ça et on n'a pas tellement mieux. Et troisième genre de justification, c'est que en politique, la fin justifie les moyens. Et c'est le plus important, c'est d'assurer la sécurité du peuple, l'ordre social, et d'éviter la guerre civile. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.